Voilà, bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie Stock, tu es médecin anatomo-cytopathologiste avec une grande compétence dans les tumeurs des parties molles, raison pour laquelle je t'ai avec plaisir invité aujourd'hui pour discuter de ces tumeurs graisseuses et de leur prise en charge par l'imagerie. Tu as été formé avec Jean-Michel Coindre à Bordeaux. Tu as toujours été très impliqué dans les réseaux Sarcome, dans lequel tu es présente depuis la fondation du réseau Sarcome français en 2010. Tu as exercé longtemps au centre hospitalier universitaire de Rennes et puis depuis 2017, je crois, tu exerces désormais chez West Pathology, qui est une très grosse structure régionale, avec toujours cette valence et cette expertise sur les tumeurs des parties molles. Tout à fait. Donc on a pu effectivement échanger ensemble préalablement à cette visio, tout simplement pour faire un peu le point sur l'ensemble de la recommandation de Benjamin Moulin. Et puis ce qu'on souhaitait, c'est t'inviter pour parler plus spécifiquement de la partie qui est dédiée au prélèvement, à la façon un petit peu dont on fait le prélèvement, mais aussi sur le devenir et l'exploitation de ces prélèvements ensuite pour en tirer le maximum d'informations. On sait qu'il y a vraiment des spécificités propres à ces tumeurs graisseuses et c'est sur ça que tu vas nous éclaircir un peu les idées, car nous, radiologues, on n'est pas toujours très au fait effectivement de ce qui se passe après la biopsie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce consensus d'experts? Il y a pas, il y a deux paragraphes, hein, c'est pas très long, mais c'est quand même assez dense. Il y a un certain nombre de choses. Et donc, si on reprend un petit peu ce qui est noté sur la façon de réaliser le prélèvement, il y a cette notion de calibre des trocars. Moi, qui m'a toujours intéressé, j'ai toujours compris que pour biopsier une tumeur graisseuse, il fallait des trocars de gros calibre. Je pensais que c'était exclusivement du 14 gauge, mais on voit que le 16 gauge est aussi autorisé. En tout cas, c'est des gros calibres. Ça exclut le 18 gauge. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut autant de matériel? Alors en fait, il faut qu'on ait le plus de matériel possible parce que déjà les cellules adipeuses sont des cellules qui sont 8 fois plus grosses qu'une cellule normale. Donc sur une biopsie de même diamètre, on va avoir moins de cellules. Et en fait, ce qu'on va chercher, c'est des anomalies qu'on va trouver dans les noyaux des cellules. Donc il faut qu'on ait le plus de cellules possible. C'est pour ça qu'on recommande de faire des biopsies à 14 ou à 16 gauges. Et il faut en faire plusieurs, idéalement au moins 4 et idéalement le plus possible. Ce qui est aussi très très important à retenir, c'est qu'il ne faut pas faire ces biopsies dans les zones de nécrose de la tumeur, parce que sinon on ne pourra pas aboutir à un diagnostic de certitude. Il faut biopsier dans des zones viables, et si jamais la tumeur adipeuse a des secteurs tissulaires, eh ben, il faut aussi échantillonner ces secteurs tissulaires. Mais D'accord. c'est vraiment le but, c'est d'obtenir le plus de cellules possibles à analyser pour aboutir à un diagnostic de certitude D'accord. sur le plan qu'on va asseoir sur l'histologie, sur l'immunohistochimie et sur la biologie moléculaire derrière. D'accord. C'est vraiment des petits îlots perdus dans des océans de graisse finalement, et donc il faut échantiller au maximum. Puis je crois même que les anomalies qu'on cherche ne sont pas présentes dans tous les noyaux, hein. Il me semble que tu m'avais Alors dit. effectivement, on ne voit pas toujours, en fait, on voit pas les anomalies nucléaires dans tous les noyaux des Oui, cellules adipocytaires. Et pareil, en immunohistochimie, tous c'est les ça. noyaux présenteront pas un marquage pour la protéine D'où, MDM2. d'où Et pareil en fiche, en fait. d'où l'intérêt Donc, d'échantillonner au maximum. On comprend bien, nous radiologues, qu'il faut un maximum de prélèvements. Il y a quand même un moment où on a envie de s'arrêter. 4 à 6, c'est ce qui est dans la recommandation. C'est vrai que c'est assez facile d'aller jusque-là. On va a priori pas au-delà de 6 en général dans notre pratique personnelle. Et j'ai pas le souvenir qu'on nous ait dit que c'était insuffisant, quoi. non, non, 4 à 6, c'est très bien. Ça nous permet, nous aussi, de diviser le matériel en deux blocs différents et d'en préserver un pour l'analyse moléculaire pour pas épuiser le matériel Oui, inutilement, en fait. d'accord. Alors, sur le plan pratique, une fois qu'on a nos prélèvements au bout du trocar, on les met volontiers dans du formol. Est-ce qu'il y a des subtilités? Alors, on parlera tout à l'heure du RPMI, mais est-ce qu'il y a sur les liquides de prélèvement, j'ai l'impression que le formol est assez basique. Nous, c'est ce qu'on utilise et ça suffit. Alors en fait, effectivement, sur les liquides de conservation, le fixateur recommandé et sur lequel on sait que la biologie moléculaire marche, c'est le formol. Donc il faut éviter les autres fixateurs annexes, mais il y a eu un gros travail qui a été fait par les anapathes là-dessus et en France,
on n'utilise presque plus que le formol et le bois, on le fait plus du Oui, tout et les autres fixateurs inox, on le fait plus. Alors, à l'heure actuelle, avec le formol et l'évolution des techniques d'immunohistochimie et des techniques moléculaires, on arrive à aboutir à des diagnostics de certitude assez facilement sur formol. c'est ça. C'est nécessaire et suffisant. Alors, on l'a introduit, hein, justement, ces termes d'immunohistochimie et de biologie moléculaire, c'est un peu une révolution. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette recherche du MDM2, nous raconter un peu son histoire, et puis peut-être la distinction qu'il y a entre les deux, immunohistochimie et biologie moléculaire? C'est vrai que c'est la fiche, hein. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas très clair dans l'esprit de beaucoup de radiologues. Ok, bah alors en fait, historiquement, les anapathes, ils faisaient leur diagnostic en analysant la morphologie des cellules et des tissus et à aboutir à un diagnostic là-dessus. Puis, dans les années 90, est venue la révolution de la protéine et l'immunohistochimie, c'est la mise en évidence de la protéine dans la cellule. Et en fait, du coup, MDM2, c'est une protéine qui est exprimée parce qu'elle est amplifiée dans les liposarcomes, bien différenciés, dédifférenciés. Et donc, on va pouvoir la mettre en évidence dans la cellule. Et c'est une protéine qu'on voit au niveau des noyaux des cellules. C'est pour ça que les adipocytes, il y a une grosse vacuole de gras et un petit noyau. Et il faut qu'on ait le plus de noyaux possible pour essayer de mettre en évidence cette protéine. La biologie moléculaire, là, ça va être la recherche de l'anomalie moléculaire au niveau du chromosome ou vraiment au niveau de l'ADN ou de l'ARN. Et en fait, dans la famille des liposarcomes bien différenciés, dédifférenciés, l'anomalie qu'on met en évidence, c'est une amplification du gène MDM2 qui est situé sur le chromosome 12. Et en fait, on va voir la multiplication de ce gène sur le chromosome par des techniques de FISH, d'hybridation in situ en fluorescence. Et En fait. on fait pas les deux, est-ce qu'on fait les deux systématiquement pour tous les prélèvements de tumeurs graisseuses? Alors en fait, pour les pièces opératoires, on peut se passer de la fiche et là, c'est vraiment la D'accord. morphologie, l'immunohistochimie qui sont en première intention et en cas de besoin, si on est embêté sur le plan histologique, la fiche. Mais sur les biopsies, Oui, sur les les biopsies. recommandations, c'est de faire la fiche à chaque fois. Il y a certains centres qui font plus l'immunohistochimie. Personnellement, nous en Bretagne, on continue à faire l'immunohistochimie parce que ça nous permet de faire un tri en fait et de répondre rapidement la Oui, biopsie c'est plus rapide. plus rapidement Plus facile. aux chirurgiens en fait. Même si on sait que la rentabilité diagnostique du MDM2 en immunohistochimie est pas parfaite et qu'on est à peu près qu'on arrive à classer correctement à peu près 80% des tumeurs, ce qui fait qu'il y a quand même 20% d'incertitude. D'accord, très bien. Alors, dans l'esprit du radiologue, quand on a une tumeur graisseuse des parties molles, dès lors qu'elle est hétérogène, ça peut être effectivement un liposarcome, mais ça peut aussi être un lipome bénin, mais avec des hétérogénéités. Alors, on distingue classiquement le variant, dans lequel il y a un type histologique différent, type chondrolipome, etc. Et puis de l'autre côté, il y a le remanié, qui lui va être hétérogène parce que il est remanié. D'ailleurs, dans mon expérience, j'ai l'impression que c'est beaucoup sur les points d'appui. Par exemple, les fesses, la partie postérieure du dos, comme si on traumatisait ce lipome. Eh bien, est-ce que ce MDM2, il va être très discriminant? Est-ce que ça va être binaire? Est-ce qu'on va pouvoir dire, lui, c'est un liposarcome, lui, c'est un lipome remanié parce que le MDM2 est négatif? Est-ce que c'est aussi simple que ça ou est-ce qu'il y a quand même des subtilités Alors dans non, c'est l'anatomie? pas aussi simple que ça. Ce serait bien si c'était aussi simple que ça, mais ça l'est pas. En fait, le problème, c'est qu'un lipome remanié, il va y avoir de la nécrose à l'intérieur et il va y avoir des macrophages. Et les macrophages, ils expriment MDM2 de façon constitutive au niveau nucléaire. Donc en fait, l'anapathe, il doit faire bien attention quand il voit un marquage MDM2 de savoir si c'est dans des adipocytes ou si c'est dans des macrophages. Donc ça nous aide pas toujours, non. Et ça, Et en c'est... fait, il y a d'authentiques cas de liposarcome qui sont MDM2 négatifs en immunohistochimie aussi. D'accord. Donc, c'est le couplage de l'aspect de la tumeur au microscope d'une part et
de l'immunohistochimie d'autre part, hein. Oui, et on s'aide aussi beaucoup des informations que vous nous donnez, la Oui, taille, la localisation, oui. superficielle, profond. On le dit jamais assez, l'anatomopathologiste est un excellent imageur et il va toujours assez facilement sur le PAX regarder nos images, hein, pour se faire une opinion. C'est des choses qui sont bien connues pour les tumeurs cartilagineuses, mais aussi pour beaucoup de tumeurs en fin de compte, hein. La taille importe aussi souvent, de ce que j'ai compris. Alors, moi, j'ai bien compris ce MDM2, donc il est relativement central dans le raisonnement. J'avais entendu parler du CDK4 à une époque. Lui, il a l'air d'avoir disparu des cadrans, hein. Oui, alors en fait, on a souvent, dans l'anomalie génétique, il y a une co-amplification de MDM2 et CDK4. Par D'accord. contre, en fait, la rentabilité diagnostique du CDK4 en immunohistochimie est inférieure à celle du D'accord. MDM2, ce qui fait qu'on l'a utilisé pendant quelques années, Oui, mais globalement, depuis 2012-13, on s'en sert plus d'accord. trop. Très bien. Alors, il y a un autre marqueur que j'ai découvert assez récemment, c'est le HMGA2. Ce HMGA2, il m'a paru intéressant si on se cantonne au lipome simple, notamment dans des situations de lipome non encapsulé, c'est-à-dire de lipome de face interne de cuisse, par exemple, où on ne sait pas si c'est un vrai lipome ou si c'est une anomalie de répartition des graisses. On nous demande de biopsier ça, et finalement on biopsie, à la fin on ne sait pas si on a biopsié en peau saine ou dans une authentique tumeur bénigne, hein. Et donc il semblerait que ce HMGA2 soit intéressant. Est-ce que tu peux nous dire le marqueur de quoi c'est, et est-ce que cette indication dans ce lipome non encapsulé est pertinente? Alors oui, le HMGA2, c'est un marqueur qui nous sert, qui nous aide, qui n'est pas spécifique à 100% ni sensible à 100%, mais qui nous aide dans beaucoup de cas. En fait, il nous permet vraiment de faire la différence entre du gras non lésionnel et une tumeur adipeuse, qu'elle soit bénigne ou maligne. C'est-à-dire que les tumeurs adipeuses, elles vont être HMGA2 positif, c'est un marquage nucléaire aussi. Elles vont exprimer HMGA2 alors que le gras normal ne l'exprime pas. Ce qui fait que si on a une expression de HMGA2 dans une tumeur graisseuse, enfin dans une lésion graisseuse, on peut affirmer qu'il s'agit d'une Oui, tumeur graisseuse. c'est ça. On sait qu'on n'a pas tapé à côté, par exemple. Voilà, tout à fait. Pour imaginer des situations un peu complexes où on n'est pas certain d'avoir été dans la lésion, c'est quelque chose. Il est fait en routine, ou il est fait tout le temps, ou il est fait à la demande dans les Oui, cas comme il ça? est fait, on le fait en routine, et en fait, on s'en sert aussi dans un cas, c'est-à-dire que si on fait une fiche sur une microbiopsie d'une tumeur adipeuse et que cette fiche est négative, si HMGA2 est positif, on est sûr que c'est un lipome. C'est ça. On est sûr qu'on a tapé dans une tumeur On était dans adipeuse la bénigne. tumeur, c'est ça. Ouais. Et elle n'est a priori pas maligne. Très bien. Mhm. Bon, ça c'est effectivement la routine, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est ce que l'on fait nous sur le prélèvement et vous sur l'analyse des prélèvements. Maintenant se pose une question assez récurrente, parce qu'elle nous pose un petit problème technique, c'est celle de la congélation. La congélation, on entend qu'elle est fortement recommandée. Alors là, elle reste recommandée, hein, c'est le terme utilisé dans dans le nouveau consensus d'experts. Alors, moi, j'ai le souvenir d'avoir vu en centre d'oncologie, il y a une vingtaine d'années, quelqu'un venir avec une bonbonne d'azote pour faire le prélèvement au pied du malade, etc. Dans la vraie vie, c'est pas quelque chose qui est très facile. Nous, on a même une géographie qui fait qu'on prélève à distance du labo. On est même dans deux hôpitaux un petit peu éloignés. Et donc, on se satisfait d'un prélèvement sur compresse au sérum physiologique en prévenant le laboratoire qu'on va prélever. Et puis il y a une autre option, c'est a priori de prélever sur un milieu qui s'appelle le RPMI. Donc c'est encore une troisième option qui semblerait plus adaptée à la congélation, mais qui n'est pas un milieu très disponible, très répandu. In fine, comment procéder? Et en deuxième lieu, pourquoi est-ce qu'il faut congeler? J'ai pas eu l'impression que cette congélation était indispensable à la réalisation d'une immunohistologie ou d'une biologie moléculaire. Donc, à quoi sert cette congélation, et finalement, on en est où en 2022?